Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. C'est Florence Jasmin, la déléguée générale du PEX, qui sera l'invitée du grand entretien tout à l'heure. C'est l'association qui fédère 6000 entreprises du secteur des éco-activités, environnement, énergie renouvelable, efficacité énergétique ou encore économie circulaire. Mais auparavant, je reçois Thierry Tang, qui est le DG de Clivette France, entreprise de chauffage, climatisation, traitement de l'air. On verra notamment quelles sont les conséquences du coup de frein de l'arrêt de MaPrimeRénov'. Dans notre débat, on va parler ensemble du leasing social. Combien de ménages bénéficiaires qui sont passés à la voiture électrique, quel coût pour les finances publiques. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Trail qui redonne une seconde vie à la laine de mouton. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Thierry Tang. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Clivette France, entreprise italienne, c'est ça? Exact. Qui a été créée quand, où? Présentez-nous Clivette. Alors Clivette, c'est une entreprise à la base qui était italienne, effectivement, avec une base qui est dans les Dolomites, dans le nord de l'Italie, et créée en 1989, avec une technologie principale, avant que ça devienne la technologie qui devient de plus en plus mainstream. C'était une technologie de la pompe à chaleur. Et donc aujourd'hui, Clivette fabrique, conçoit et vend tout ce qui fait du chaud et du froid dans les espaces intérieurs. Ça peut être du résidentiel, ça peut être du tertiaire, ça peut être du collectif, de l'industrie, de la logistique, tout. Et en France, vous êtes installé en France depuis combien de temps? Alors en France, on est jeune. On est arrivé en 2023. C'est moi qui ai fondé la filiale en 2023. Et on est arrivé dans un contexte où en France, ça fait maintenant quelques années en Europe et en France qu'on a mis en place, en tout cas le gouvernement et les législations, la transition énergétique avec l'électrification du chauffage. Et nous maîtrisons la technologie de la pompe à chaleur. Donc on a pensé qu'il y avait une belle opportunité pour nous de s'établir. Ouais. Alors, qui dit pompe à chaleur dit effectivement... Est-ce que c'est une économie subventionnée? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous dépendez finalement des décisions, législations françaises et ou européennes? Alors, le mot pompe à chaleur, c'est un mot qui est pas mal galvaudé. Ouais. Donc aujourd'hui, quand on parle de pompe à chaleur, on parle souvent de la PAC RO, celle qu'on met en chauffage en remplacement d'une chaudière potentiellement. Ouais. Mais la technologie de la pompe à chaleur, c'est la technologie, si vous voulez, qui vous permet d'absorber 1 kWh et d'en restituer jusqu'à 4. D'accord. Et donc ça, vous l'avez sous différentes formes. Et ça se vend partout, dans le tertiaire, dans plein de types de bâtiments. Mais celle dont vous parlez, qui est subventionnée, c'est principalement celle qui va dans les maisons. D'accord. Donc effectivement, il y a une partie du marché qui est partie très très vite grâce ou à cause des subventions. Mais c'est parce qu'on est en train d'électrifier le chauffage. Donc on veut passer sur l'électricité. Et le vivier le plus rapide, ce sont les maisons. Donc c'est pour ça que les subventions ont été mises là. D'accord. Je vous pose cette question parce que qui dit subvention dit voilà, incertitude budgétaire, on est en plein dedans. On l'a vécu. Et on le vit. Par exemple, je pense à MaPrimeRénov', le système, aujourd'hui, faute de budget 2026, il est tout simplement à l'arrêt. Tout à fait. Est-ce que vous, ça impacte votre activité, ça? Alors, dans une moindre mesure, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a la capacité de rebondir sur des projets qui sont plus tertiaires, sur des gros bâtiments qui ne sont pas subventionnés, ou moins du coup, et où il y a un besoin qui est plus ressenti par les propriétaires. Néanmoins, la partie de business qu'on a sur le résidentiel, elle est largement impactée. En 2024, il y a eu un recul de 40% des ventes en France sur la partie pompe à chaleur. Donc ça impacte forcément les gens qui ont une part de marché conséquente. Là où il faut savoir quelque chose, c'est qu'au niveau des aides dont vous parlez, il y a deux types d'aides qu'il faut distinguer. La première, c'est les aides gouvernementales qui sont soumises à budget annuel, le gouvernement, MaPrimeRénov'. Et il y a des aides qui sont pluriannuelles, qui vont dans le privé. Et là, on rentre dans une période qu'on appelle P6, pour les certificats d'économie d'énergie. C'est une période qui va durer 6 ans, et pendant laquelle ce ne sera pas soumis au budget. Donc là, vous avez de la visibilité. Là, on en a un peu plus. D'accord, ok, parce que c'est la grande difficulté des entreprises aujourd'hui, c'est justement d'avoir un cap et de la visibilité. Vous avez commencé à le détailler, mais quel type de dispositif vous proposez en fait? On va partir sur de la pompe à chaleur RO, donc ça va vous faire votre eau chaude et votre chauffage, ce qui représente jusqu'à 80% des consommations dans un ménage.
Tout le monde autour de nous, quand il achète une maison, on se demande combien ça coûte le chauffage, etc., etc. Donc c'est un gros sujet. Ensuite, on a des appareils qui sont un peu plus associés à du confort, donc de la climatisation. Et ensuite, on va aller plus loin, parfois sur de la ventilation. Et là, quand on sort du résidentiel, on a des gros outils de pompe à chaleur qui vont faire le chauffage, l'eau chaude pour les gros bâtiments. Vous avez justement beaucoup de clients qui sont des clients un peu plus, je sais pas, tertiaires ou même industriels. Tout à fait. C'est une des forces de Clivette, puisqu'en fait, si vous voulez, on est assez bien représenté en Europe sur cette partie-là. Et on sait aussi, avec la P6 dont je parlais tout à l'heure, le certificat d'économie d'énergie en P6, on sait que les aides vont être orientées de plus en plus aussi vers le tertiaire. Parce que sur le tertiaire aussi, donc les bâtiments commerciaux, les bureaux, les hôtels, etc., on sait que le poste chauffage, ça représente toujours la 2e ou la 3e position en coût et en émissions de gaz à effet de serre. Et la transition énergétique, c'est pour 2 sujets. Un, c'est réduire les coûts de tout le monde, mais surtout réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'électricité étant une énergie propre, on veut électrifier au maximum. Et ça veut dire que votre business, il est lié à la rapidité de la décarbonation de l'économie française, d'une certaine façon ? Alors, c'est un business qui, en soi, a un marché potentiel qui est déjà relativement important, mais avec la transition énergétique et l'électrification, si vous voulez, auparavant, la France était, je ne sais pas, 40-50% au moins chauffée au gaz. Aujourd'hui, on a identifié le gaz comme une énergie fossile, donc je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire une stratégie mono-énergie seulement sur l'électricité, mais il y a forcément un transfert qui se fait avec la transition énergétique. Les aides, on vous dit maintenant, voilà, si vous installez dans votre nouvelle maison une pompe à chaleur au lieu d'une chaudière à gaz, on va vous aider. Donc ça, forcément, ça rapporte un marché potentiel un peu plus grand pour nous, et de plus en plus grand. À l'inverse, il y a la question de la climatisation. Alors évidemment, avec le réchauffement climatique, on est souvent là, on est dans une période de grand froid, mais il y a aussi les périodes de grande chaleur. On voit qu'il y a des appartements qui, l'hiver, souffrent du grand froid et l'été deviennent des fournaises invivables. Bon, donc la question de la climatisation se pose. Est-ce que c'est un secteur qui progresse ? Parce que le problème d'une clim, c'est qu'elle rejette de la chaleur dans les villes et elle consomme beaucoup d'électricité. Donc, comment vous faites évoluer justement cette technologie ? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs sujets sur ce point-là. On appelle ça des packs RR, parce qu'en fait, vous travaillez sur de l'air et vous ressoufflez de l'air derrière. Il faut savoir que la technologie en elle-même, elle n'est pas forcément bien comprise par les Français aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit souvent effectivement que ça réchauffe l'atmosphère et que ça consomme de l'électricité. C'est seulement vrai quand on l'utilise en rafraîchissement, donc en été. C'est vrai que là, vous consommez puisque c'est un outil de confort. Néanmoins, si vous l'utilisez en hiver, pour chauffer votre appartement ou votre maison, vous bénéficiez de ce qu'on appelait tout à l'heure le COP. Donc, vous absorbez 1 kWh, vous en payez 1, vous en restituez jusqu'à 4. Donc, vous nous dites quoi ? Vous nous dites que l'efficacité hivernale compense la consommation estivale d'une certaine façon ? Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que ça peut servir, ça pourrait être un outil de chauffage aussi. Néanmoins, la partie confort, c'est celle qu'on voit, et donc elle est décriée pour ça. Donc je pense qu'il faut mesurer un petit peu les propos. C'est pour ça qu'il y a en ce moment une étude faite par l'ADEME et qui démontre les propos que je viens de donner. Donc après, c'est vrai, il faut aussi réfléchir à ne pas installer ça partout, j'imagine, pour ne pas réchauffer les rues et augmenter l'inconfort des passants. Parce que là, il y a une contradiction inhérente. Comme on le disait tout à l'heure, je pense au niveau des énergies, c'est toujours une erreur de faire un tout ou rien. Il faut savoir balancer en fonction des situations et en fonction des utilisations de chacun. Est-ce que vous voyez, parce que vous êtes au cœur de ce marché, est-ce que vous voyez beaucoup de transformations ? Je pense à un immeuble collectif avec des copropriétaires. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent du fioul au gaz massivement encore aujourd'hui. Ils ont plutôt tendance à passer soit du fioul, soit du gaz à de l'électricité. D'accord. Et encore une fois ici, et encore plus dans ce type de bâtiment, puisque quand vous êtes chez vous, dans votre maison, vous avez un jardin, c'est un peu plus facile d'avoir une installation technique à l'extérieur. Quand il s'agit d'un immeuble collectif, parfois ils sont fabriqués dans les années 70, parfois avant, vous devez rentrer dans des locaux techniques, il y a des contraintes techniques, et pour cette raison-là, on peut encore moins faire un tout ou rien. Donc parfois, il y a des technologies qu'on va appeler hybrides, donc une pompe à chaleur électrique et une chaudière à gaz. Parfois, des contraintes techniques vont vous obliger à rester sur du gaz, et parfois, vous allez pouvoir mettre de la pompe à chaleur. Néanmoins, les aides aujourd'hui sont orientées vers la pompe à chaleur.
Vos clients principaux aujourd'hui, c'est quoi? C'est plutôt le secteur privé, c'est plutôt les copropriétés, ou alors ça devient de plus en plus les bailleurs, les locaux commerciaux, les entreprises, les industries? On travaille avec 2 pôles, nous, en France. On a un pôle qui va adresser le secteur qu'on appelle résidentiel. Donc, on a un catalogue qui va aller dans les maisons et les appartements. Ouais. Donc là, on va travailler avec le secteur de la distribution, qui va redistribuer ensuite aux installateurs, qui, eux, vont venir chez vous les installer. Et ensuite, on a aussi un pôle qu'on appelle tertiaire, où on va adresser directement les professionnels, que ce soit les bailleurs, les propriétaires de bâtiments ou les installateurs. Donc c'est une approche directe au projet. C'est-à-dire qu'on va étudier chaque projet. En fonction du projet, il y aura un bureau d'études. Et ensuite, on va designer la solution en fonction du projet en lui-même. Ouais. La question de le secteur du bâtiment, de l'immobilier, de son poids carbone, c'est un levier de décarbonation majeur aujourd'hui en France? Tout à fait. C'est aujourd'hui tout propriétaire d'immeuble, tout bailleur, tout foncier est contraint, avec son patrimoine, de suivre aujourd'hui les évolutions, les réglementations écologiques et aussi les aides qui sont à sa disposition. Le gouvernement a tout un dispositif comme celui-là, mais quand on parle du gouvernement en lui-même, c'est même pas la France. C'est drivé par la Commission européenne. Oui, mais alors quand on voit que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, bon, alors peut-être qu'il était trop ambitieux et qu'il était en train d'assécher le marché locatif, mais bon, il y a un retour en arrière. Comment vous l'évaluez, ça? Vous trouvez ça finalement de bonne politique, assez sain, ou alors au contraire, vous dites, on est en train d'abandonner nos ambitions? Ah non, nous, comme tout acteur, on suit de très près les rebondissements. Ouais. Et tout mouvement dynamique n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Néanmoins, quand un acteur comme nous décidons d'investir un pays ou d'agrandir nos usines, etc., pour servir le marché européen et français, ce sont des décisions qui sont avec un horizon à 15 ans, 20 ans. On ne peut pas décider par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le DPE ou MaPrimeRénov'. Donc ça, ce sont des mouvements qui sont conjoncturels, qu'on essaye de suivre. Mais on a une vision qui va beaucoup plus loin que ça. Parce que vous pensez que le mouvement de fond, de toute façon, c'est un mouvement de rénovation énergétique des bâtiments, quoi. Ça, on en est assez persuadé, oui. Ouais. Merci beaucoup, Thierry Tang, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat. On va parler du leasing social, donc mobilité, voiture électrique. Est-ce que ça a été un succès en 2025 ? C'est le débat de ce Smart Impact. On parle du leasing social, mobilité électrique avec Joseph Delatte. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable d'études énergie et climat à l'Institut Montaigne. Et Paul de Froment, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur général co-responsable de la recherche européenne en technologie et soins de santé chez Stifel Europe. L'Institut Montaigne, en quelques mots, c'est un cercle de réflexion, un think tank, c'est ça? Oui, c'est un think tank sur les politiques économiques en France et en Europe. Ouais. Et Stifel Europe, on est dans l'univers de la banque, c'est ça? Exactement. Ouais. Banque d'affaires spécialisée dans tout ce qui concerne l'accompagnement des entrepreneurs dans des opérations de capital qui vont des fusions-acquisitions, augmentation de capital et financement par la dette et par les actions. Pourquoi? Alors, pardon, ma question elle va peut-être vous surprendre, mais pourquoi le leasing social, ça vous intéresse? Pourquoi ce dispositif qui permet aux citoyens, on va dire, les plus modestes d'accéder à la voiture électrique, ça vous semble un enjeu intéressant? Je commence avec vous. Alors, c'est un dispositif qui permet notamment la transition vers l'électrification. On sait qu'on a besoin de l'électrification pour plusieurs raisons. Premièrement, pour décarboner notre économie, ça c'est très clair. Et deuxièmement, pour être plus souverain, parce que l'électricité, c'est le seul vecteur d'énergie qu'on produit nous-mêmes en France et en Europe. Et donc, du coup, oui, on s'y intéresse. On s'y intéresse parce que cette électrification des transports, elle est compliquée pour les tranches les plus modestes de la population et que c'est un outil qui permet de faire ça. Même question, Paul de Froment. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'agir sur 3 niveaux. Le premier, c'est évidemment, ça favorise la pénétration des voitures électriques en France. Le deuxième, c'est que via un mécanisme de score environnemental, ça favorise les constructeurs européens, je pense à Stellantis et Renault, au détriment des constructeurs chinois et américains comme BYD ou Tesla. Et le troisième point, qui est, je dirais, la particularité de ce mécanisme, c'est que ça augmente d'une certaine manière le marché adressable du véhicule électrique, puisque ça diversifie la sociologie des acheteurs en allant justement cibler des ménages à faible revenu et qui sont plutôt en zone rurale. Ouais.
Et puis alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça questionne l'efficacité des dispositifs gouvernementaux. La première édition du leasing social, alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut dire, ça a vraiment marché, c'est parti à toute vitesse, près de 50 000 commandes en un mois et demi, 1er janvier, 15 février. Sauf que ça a tellement bien marché que il y a eu un stop, faute de finances publiques, qui a été mis ultra rapidement. Déjà, avant de faire le bilan de 2025, comment vous évaluez la genèse, la première année de ce dispositif public ? Alors la première année, on peut dire que c'est un vrai succès, avec les limitations qu'on connaît, c'est-à-dire que le budget était limité, l'enveloppe était fermée, et on n'a pas pu aller beaucoup plus loin que les environ 600 millions qui avaient été mis sur la table. Ça veut dire que, pardon de vous interrompre, mais que le gouvernement de l'époque, il y en a eu beaucoup depuis, n'avait pas anticipé la demande ou le succès ? Oui, n'avait pas anticipé le fait que ça allait répondre à une attente d'une partie de la population, et très clairement. Ça a montré que le dispositif était fonctionnel. Alors, le leasing social 2025, le budget, c'était 370 millions d'euros, aide maximale par véhicule, 7 000 euros. C'était presque le double, c'était 13 000 euros, si je ne me trompe, en 2024. Quel bilan on peut en faire ? Est-ce que ça a plombé le dispositif, le fait qu'il y ait beaucoup moins, même si ça reste quand même une somme importante, 7 000 euros par véhicule, beaucoup moins d'argent distribué ? Non, je dirais pas que ça a plombé le dispositif, puisque je crois que la quasi-totalité, alors on n'a pas épuisé les 50 000 véhicules disponibles, mais on n'en est pas très loin. Je pense que la différence avec 2024, c'est que 2024, en effet, le gouvernement était assez surpris. Je crois qu'il s'attendait à 20 000, 25 000 demandes, et on en a eu 50 000 en un mois et demi. Là, ça a été plus graduel, et en effet, on a quasiment divisé par deux les aides, donc je veux dire, ça s'explique. Mais je dirais que ça reste quand même un succès. On regarde par exemple les modèles les plus vendus, c'est la Renault 5, la Peugeot 208. Donc on a toujours, si on regarde le prisme de l'accession à la voiture électrique, de la préservation des constructeurs européens, et de cette diversification finalement de clientèle, finalement ces trois objectifs sont remplis même en 2025. Quel bilan vous en faites du dispositif 2025 ? Alors je pense que le dispositif il fonctionne toujours. La réalité c'est qu'il a été annoncé en beau milieu d'une crise politique, avec une tempête médiatique qui ne correspondait absolument pas à la décarbonation ou même le soutien à l'accès aux véhicules. Donc oui, non, clairement c'est plus un fait politique qu'autre chose. Donc moi je pense que la réalité, au-delà du fait que l'argent mis sur la table était moins nombreux. Il y avait aussi le fait que le gouvernement n'a pas voulu le financer sur son propre budget. Il a été le financer via les certificats d'économie d'énergie, qui est en fait extra-budgétaire. Donc ça vient des fournisseurs d'énergie qui finalement utilisent... taxent eux-mêmes les consommateurs d'énergie pour pouvoir récompenser en finançant ce genre de projet. Donc on voit qu'il y a un problème budgétaire derrière et que le gouvernement n'envisage pas de mettre plus d'argent pour soutenir les ménages à décarboner. Oui, alors effectivement, il y a un choix politique, mais c'est intéressant, je trouve, sur le succès, parce que oui, il y a un succès, sauf vous le disiez à l'instant, on n'a pas épuisé les 50 000 véhicules, alors qu'en 2024, c'était parti en 6 semaines. Donc c'est quoi ? Parce qu'il était trop compliqué ? Parce qu'il a été lancé, ce que vous disiez, au mauvais moment ? Donc ça pose la question de la communication autour d'un dispositif gouvernemental. Comment vous l'évaluez ? Ça a aussi changé. Il y avait moins de véhicules à moins de 100 euros disponibles. Donc vous aviez à peu près 8 types de véhicules disponibles lors de la première vague. Ici, on en est aux alentours de 2 véhicules à moins de 100 euros disponibles. Donc du coup, ça change aussi la sociologie à l'intérieur du décile, des 3 déciles qui sont concernés. Donc les déciles, on rappelle ce que c'est. Oui, donc les ménages les plus modestes. Voilà, les parts de la population les plus modestes, 10% par 10%, c'est ça, hein, quand on parle de déciles. La leçon quand même de ces 2 années de leasing social, c'est que pour que les ménages les plus modestes accèdent à la voiture électrique, il faut subventionner. On n'est pas, on est encore dans une économie imparfaite, quoi, d'une certaine façon. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce que ça montre, au-delà des subventions, c'est la sensibilité finalement au prix de sujets qui se rejoignent. Je dirais qu'historiquement, il y a 3 freins pour l'adoption de la voiture électrique. Le premier, évidemment, c'est le prix. Le deuxième, c'est l'infrastructure de recharge, qui crée en fait une certaine anxiété. Et le troisième, c'est le nombre de modèles disponibles. Et en fait, si on regarde sur ces 3 points-là, je vais commencer à l'envers, volontairement, mais le nombre de modèles disponibles, on est passé de 40 modèles disponibles à peu près en 2020 à plus de 100 en 2025. Pour l'infrastructure de recharge, on est passé de 30 000 bornes publiques à 185 000 bornes publiques sur la même période. Et reste le sujet du prix.
Et ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est le dernier vrai frein, parce que pour moi, la grande différence entre 2024 et 2025 pour le leasing social électrique, c'est le montant de l'aide. À 13 000 euros, on voit qu'il y a un succès flagrant, et à 7 000 euros, il est moindre. Il reste quand même, ça booste l'adoption. Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ménages qui tout simplement se sont dit, j'ai pas les moyens, Exactement. même avec une subvention de 7 000 euros par véhicule, d'y aller, quoi. Oui, mais ce que ça montre, c'est que le dernier frein, ça reste le prix, et que les autres, qui étaient l'infrastructure de recharge, le nombre de modèles disponibles, voire même les comportements. Je rappelle juste un sondage qui a été réalisé par McKinsey, 90% des conducteurs de voitures électriques ne souhaitent pas revenir au thermique. Donc on voit que sur la pluralité en fait, des obstacles de la voiture électrique, aujourd'hui il n'en reste qu'un, c'est le prix. Si vous deviez améliorer le système, vous feriez quoi? Alors déjà, il faut mettre plus d'argent sur la table. Il faut conditionner le succès avec la disponibilité des financements. Ça, c'est très clair. Il faut visibiliser le fait que ce qu'on appelle littéralement en anglais le total cost of ownership, donc la totalité du coût de la propriété de votre voiture est considérablement diminuée avec ce soutien financier de l'État. C'est-à-dire que une fois que vous achetez votre voiture, elle est moins chère, mais aussi quand vous vous rechargez à l'électrique, ça coûte moins cher que d'aller acheter du pétrole, en fait, tout simplement. Et donc sur la totalité de votre usage, l'intégrer sur le cycle de vie du véhicule. Exactement. Et donc sur le cycle d'usage, on doit visibiliser auprès de la population le fait qu'en réalité c'est très rentable ce système. Donc au-delà de ça aussi peut-être le fait que c'est adopté au-delà de la France maintenant. Donc c'est une idée française qui commence à percoler dans les autres pays européens, qui a été reprise notamment par la Commission européenne qui souhaite l'encourager. Les Allemands sont en train de mettre en place un système similaire. Donc on voit que c'est une idée qui fonctionne. Mais alors justement, ça va être ma prochaine question. Donc le lien est fait avec la décision de la Commission européenne de revenir en arrière sur la question de l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs en 2035. Est-ce que c'est pas un message un peu contradictoire avec ce que vous nous dites? D'un côté, on dit ça, et puis de l'autre, on va peut-être mettre de l'argent pour encourager le passage à la voiture électrique. On parle beaucoup de communication, finalement, dans notre débat. Est-ce que le message envoyé, c'est pas finalement, attendez avant d'acheter une voiture électrique? Non, je suis d'accord avec vous. Je pense que le message n'est pas clair du tout. Parce que d'une part, on revient sur ses objectifs, et de l'autre, on essaye à l'échelon local justement de favoriser l'adoption de la voiture électrique. Je pense que c'est surtout une histoire de lobby au niveau de l'Union européenne. Et en fait, finalement, je pense que ça n'aura finalement pas trop d'impact sur l'adoption de la voiture électrique, au moins sur les 5-10 prochaines années. Parce qu'en réalité, encore une fois, on voit que les ménages sont sensibles à des variables qui sont beaucoup plus concrètes, telles que le prix et donc les subventions, l'infrastructure. Ça reste des vrais sujets qui, eux, ont un impact direct. Je veux dire, juste pour vous donner un chiffre, allez-y. 50 000 véhicules, qui était le périmètre du leasing social électrique en 2024 et en 2025, ça représente 15 à 20% des nouvelles immatriculations de voitures électriques par an en France. Donc c'est quand même significatif. Et on voit que via des subventions, on peut avoir des impacts qui sont quand même très importants. Est-ce que, alors je ne sais pas si c'est possible légalement, mais est-ce qu'il ne faudrait pas encore plus flécher ce dispositif, notamment vers les ménages qui vivent en zone rurale et qui n'ont pas vraiment d'alternative à la voiture? Je pense qu'il faut agir au niveau global. Oui, ça peut être une idée. Je pense qu'il faut aussi favoriser les acteurs en charge des infrastructures. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important. On a beaucoup progressé, mais on n'est pas du tout à des niveaux satisfaisants. Donc ça veut dire encore l'équipement en borne, là, quand vous parlez d'infrastructure? Ouais. Je pense qu'il faut que l'infrastructure de recharge soit beaucoup plus présente. Favoriser justement le travail des opérateurs de bornes de recharge, favoriser aussi la connexion au réseau. On a quand même une problématique de distribution d'électricité. Et oui, agir au niveau des ménages à faible revenu, mais aussi préserver la compétitivité des constructeurs européens qui, eux, luttent contre les constructeurs chinois et américains. Oui, parce qu'il y a évidemment cet enjeu derrière. Si vous avez 1 euro d'argent public pour promouvoir la voiture électrique, vous le mettez où aujourd'hui, prioritairement? Alors,
pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il s'agit d'un outil, d'une politique industrielle, ce leasing électrique. Si vous le conditionnez au fait que votre voiture, elle est faite avec une majorité de produits faits en Europe, donc des parties de voitures, etc., faites en Europe, notamment la batterie, vous créez toute une chaîne de valeur qui est bénéfique pour l'économie locale. Alors ça, c'est évident que ça doit faire partie de l'outillage que le gouvernement français, que la Commission européenne est en train de mettre en place afin de favoriser l'émergence d'une chaîne de valeur en Europe, c'est-à-dire de la création d'outils, d'usines en Europe. Et ça, c'est très important. Donc oui, moi, je pense que si j'ai 1 euro à mettre quelque part, je le mets notamment dans ce genre d'outils. Je le mets également dans les éco-bonus comme ça a existé. Je le mets là où ça permet de créer une demande européenne et décarbonée. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact, les éco-activités. C'est le grand entretien de ce Smart Impact avec cette question. Êtes-vous prêt, êtes-vous prête pour l'impact? Je la pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie et je reçois Florence Jasmin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la déléguée générale du PEX, Partenariat pour l'excellence des éco-entreprises. C'est quoi le PEX? Le PEX, c'est un réseau de réseaux. Nos membres sont des fédérations, syndicats, pôles de compétitivité et on fédère la filière française des éco-entreprises. Donc c'est à peu près 6000 entreprises au niveau de nos réseaux qui travaillent dans tous les territoires, dans tous les secteurs de l'environnement. Donc on a un réseau historique et implanté nationalement. Alors, je vais donner quelques chiffres. Chef de file de la filière des solutions françaises de transition écologique depuis plus de 20 ans, 40 réseaux d'éco-entreprises, 6000 entreprises, vous l'avez dit, ça couvre tous les secteurs de la transition écologique, énergétique et circulaire, avec un maillage du territoire. J'aurais pu commencer par là. C'est quoi une éco-entreprise? Je vais faire simple. Il y a une vraie définition qui date de l'OCDE, qui date de 1990, qui avait été établie par l'OCDE. Mais pour faire simple, c'est une entreprise qui propose des solutions permettant de réduire leur impact sur l'environnement. Donc, ce sont les entreprises qui répondent aux enjeux de transition écologique, énergétique et circulaire. Donc, on va retrouver aussi bien des entreprises qui sont sur la décarbonation, sur l'adaptation au changement climatique, sur la pollution des sols, la pollution de l'air. Enfin, c'est très large, la biodiversité, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, l'hydrogène. Et est-ce qu'on peut dire qu'en 2 décennies, c'est de plus en plus vaste? Vous voyez ce que c'est de plus en plus vaste. Au départ, en fait, on était très centralisé sur la protection de l'environnement. Et puis, après, il y a eu des tendances beaucoup sur les émissions de carbone. Et on sent que les tendances évoluent. Là, on est beaucoup en ce moment sur l'économie circulaire, la protection de la ressource, l'utilisation de la ressource pour en refaire d'autres produits qui sont utiles. Donc oui, il y a des évolutions. Et puis, il y a quelques années, on ne parlait pas beaucoup de biodiversité, par exemple. Maintenant, c'est le cœur de plein de sujets. Donc oui, il y a vraiment des tendances et c'est de plus en plus large, en fait. Alors, on parle de clusters, de pôles d'activité, d'associations professionnelles. Vous fédérez un peu tout ça. On rappelle, c'est quoi un cluster? Alors, suite au Covid, on m'a dit qu'il ne faut plus utiliser le terme cluster, mais globalement, c'est un regroupement d'entreprises, donc c'est un réseau. Ce sont des entreprises qui cotisent pour appartenir à un réseau. Qui font la même chose, la même activité? Au sein du PEC, ce sont des réseaux qui font la même activité. Ils sont spécialisés dans les éco-activités. Il peut y avoir des réseaux qui sont orientés pour les dirigeants d'entreprise. Nous, c'est vraiment la thématique qui fait que les entreprises rejoignent le réseau. Mais le réseau va les accompagner sur les sujets de financement, de développement à l'international, de business, de sujets RH. Vous créez quoi? Des synergies entre ces différents réseaux? Des synergies, on les aide à aller plus vite. Alors, on a tout un travail de structuration, d'accompagnement, d'échange. Quand il y a beaucoup d'événements en ce moment sur la transition écologique. Par exemple, on partage un calendrier pour dire il y a ça, à telle période, on va essayer de pas faire ensemble. On va essayer de faire des événements ensemble. On va essayer de mutualiser des fiches pratiques. J'aime bien justement l'idée des bonnes pratiques. J'emploie souvent cette expression dans l'émission. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques de l'économie circulaire qui sont finalement utilisées par, je vais dire, la rénovation énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce qu'on réussit à créer comme ça des ponts entre les secteurs qui dire, hier, j'ai eu une discussion sur adaptation au changement climatique et économie circulaire. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est vrai, on réutilise des matériaux, ça peut être utile pour rafraîchir, ainsi de suite. Donc oui, il y a des croisements qui se font et ça permet en effet aux réseaux qui sont très spécialisés dans une thématique de discuter avec d'autres réseaux sur la qualité de l'air,
aussi avec des réseaux. Je sais qu'ils ont travaillé avec le réseau qui fédère les entreprises en Bretagne. Donc il y a des synergies, des croisements régionaux, thématiques qui sont... Alors évidemment, vous nous intéressez parce que vous êtes une sorte de vigie de ces éco-activités ou de ces éco-entreprises. Vous publiez d'ailleurs régulièrement un observatoire, l'Observatoire des éco-entreprises. Quelles sont les dernières évolutions du secteur ? Les dernières évolutions, ce qu'on voit, ce sont des entreprises positives parce que donc dans le questionnaire qu'on leur adresse, on a un taux de retour autour de 4,5 sur 5. Donc c'est des entreprises très positives qui sont structurées, qui sont optimistes, qui vont à l'international, puisqu'il y en a 40% qui vont à l'export avec un chiffre d'affaires qui est autour de 23%. Donc ces entreprises qui recrutent, ces entreprises qui ont des vraies solutions techniques et je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail en tous les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des entreprises qui croient en ce qu'elles font et qui ont un vrai savoir-faire et qui arrivent à le commercialiser. Bon, elles ont des freins, elles ont besoin d'accompagnement sur le financement, sur l'international, mais globalement, elles sont reconnues dans ce qu'elles font et elles l'incarnent. Ouais. Alors, au niveau, alors là, je pense par exemple au COP, au niveau mondial, etc. On a mis beaucoup d'énergie et peut-être aussi d'argent sur les moyens de lutter contre le changement climatique, de freiner, de faire en sorte de ne pas dépasser les 1,5, les 2% par rapport à l'ère pré-industrielle. Et plus ça va, plus on nous dit il faut peut-être mettre les moyens sur l'atténuation ou l'adaptation. Tout à fait. Est-ce que vous voyez cette tendance-là apparaître aussi dans les entreprises ? Oui, tout à fait. Parce qu'au départ, on était vraiment sur la protection de l'environnement. Et maintenant, on parle beaucoup d'adaptation. L'atténuation, c'est les énergies renouvelables notamment, donc la décarbonation. Et maintenant, on voit des fortes demandes, aussi bien de la part des collectivités que de la part des industriels, des promoteurs, sur les sujets d'adaptation. Donc sur le mieux vivre en ville, sur les sujets de vulnérabilité, de risque inondation, d'érosion. Oui, c'est un sujet qui se développe de plus en plus. Et on le voit, les tendances au niveau de notre annuaire, c'est un secteur qui se développe. Ouais. Est-ce que c'est pas un renoncement, c'est une façon de dire on a perdu la bataille c'est pas faux, du climat, parce que c'est un argument qu'on a beaucoup entendu en disant mais non, faut pas parler d'adaptation parce que ça veut dire qu'on a renoncé aux 2%, aux 2 degrés. Je suis d'accord. N'empêche, on voit ce qu'on vit avec les épisodes extrêmes, on n'a pas le choix. Donc il faut s'adapter. Donc en effet, il faut travailler sur l'atténuation, il faut continuer à faire le maximum pour essayer de limiter le réchauffement climatique, mais il faut aussi apprendre à s'adapter. Est-ce que ce sont des entreprises qui sont forcément plutôt locales ou nationales et qui ont du mal à se développer à l'international, ou est-ce qu'il y a de tout en fait ? Il y a de tout en fait au niveau de l'observatoire. Donc nous, c'est par rapport aux entreprises qui sont fédérées au sein de nos réseaux. Donc beaucoup de pôles de compétitivité, beaucoup d'entreprises innovantes. Il y en a presque 1 sur 2 qui se déclarent, parce que c'est du déclaratif quand même, dans une dimension plutôt start-up. Et la taille moyenne d'une éco-entreprise, c'est autour de 20 collaborateurs. Donc ce sont des petites entreprises. Il y en a presque un tiers qui fait, seulement un tiers, on va dire, qui fait au-delà de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc elles sont souvent implantées localement. Et c'est ça aussi qui fait la force, c'est vraiment un tissu économique dans les territoires. Et les embauches sont locales. Donc il y a en même temps des grands groupes, en même temps des ETI, en même temps des PME et des TPE. Est-ce qu'il y a plus de femmes à la tête de ces éco-entreprises que d'hommes ? À mon grand par désespoir, rapport à la proportion... À mon grand désespoir, ce ne sont pas des entreprises plus vertueuses que les autres sur ce sujet-là. En fait, il n'y a que 30% de femmes au sein des collaborateurs. Au niveau des équipes dirigeantes, c'est que 13%. Donc c'est encore très très masculin. En tout cas, celles qu'on côtoie, il y a beaucoup d'hommes plutôt techniques, ingénieurs à la tête. Donc les 30%, c'est ce qu'on retrouve dans les écoles d'ingénieurs aussi, au niveau des femmes. Donc on peut mieux faire. Alors il y a un principe dans cette émission, c'est que l'invité du grand entretien pose une question à celui ou celle de la semaine suivante. C'était Corinne Lepage qui était à votre place, l'avocate, l'ancienne ministre. Voici sa question. Bonjour Florence Jasmin. Je suis heureuse de vous poser cette question par caméra interposée. Vous avez un rôle très important dans la mobilisation de nos entreprises en faveur de l'environnement et de l'activité économique liée à l'environnement. Comment voyez-vous les perspectives pour 2026 ? Est-ce que vous êtes optimiste ? On pourrait poser la question comme ça. La situation n'est pas simple, aussi bien sur les défis environnementaux, sur l'économie, sur les défis sociétaux. Ce que je vous disais, c'est que la filière française est bien structurée. Elle existe depuis longtemps. On a des entreprises qui sont positives aussi, qui sont dynamiques, qui sont résilientes.
Donc ça, c'est plutôt positif. Et on voit que la dimension environnementale, même si on vit plein de choses en ce moment qui ne sont pas très agréables à entendre sur le sujet environnement, que c'est quand même incarné au niveau des citoyens, au niveau des entreprises, au niveau des territoires. Donc, je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Notre rôle, ça va être justement de travailler, de fournir des actions encore plus concrètes pour mieux accompagner les entreprises. Et ça, on en fait régulièrement. On a des événements comme le Forum et d'autres. Et justement, avec Corinne Lepage, il y a 10 ans, lors de la COP 21 en 2015, au moment des accords de Paris, on avait fait un événement sur l'adaptation au changement climatique et le littoral. Donc, on parlait déjà d'adaptation au changement climatique. Ouais. Et régulièrement, on fait ce type d'événement avec des laboratoires de recherche, des entreprises, pour faire connaître ce savoir-faire français. Alors, il y a plein, on a bien compris, hein, les éco-activités, les éco-entreprises, c'est plein de secteurs différents. Est-ce que l'économie circulaire prend de plus en plus de place? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Aussi dans une logique de souveraineté, de fait d'avoir des matières localement, et puis d'économie, de fonctionnalité. Donc tout à fait. On en parle, nous, en ce moment, beaucoup, justement, sur le sujet de la construction. Donc on fait un événement, une rencontre Ecotech Innovation bientôt, sur ce sujet-là notamment. Donc le secteur du bâtiment, comment il intègre la logique d'économie circulaire? Tout à fait. Ouais. Comment on utilise des déchets pour que ça redevienne des matières, par exemple. C'est facile de convaincre à passer ou à parce que parfois c'est presque un changement de modèle économique, hein, quand on parle d'économie circulaire. Mais je trouve qu'on est de plus en plus, enfin au niveau du PEX, de plus en plus en relation avec des personnes qui sont conscients de ces enjeux-là et qui ont envie d'avancer. Alors, il peut y avoir des surcoûts, ça c'est vrai. Après, ce qu'il faut au niveau des éco-entreprises, c'est que l'offre ne soit pas tellement plus chère ou pas plus chère qu'une offre traditionnelle. C'est pas facile à tenir, ça, parfois. C'est pas facile, mais elles font preuve d'ingéniosité. Et vraiment, on voit passer tellement de solutions super intéressantes. On peut parler d'algues, on peut parler... Enfin, pas forcément... si, allez-y, donnez des solutions. Mais par exemple, dernièrement, j'ai vu des algues qui sont utilisées pour des matériaux de construction ou des algues qui sont utilisées pour faire de la peinture qui va permettre de faire des revêtements blancs et donc de limiter la température au niveau des bâtiments. Il y a tellement de solutions. Et la France, j'ai l'impression, recèle de plein de belles innovations. Ouais. Donc vous nous dites, il y a une appétence finalement, vous n'avez presque pas besoin de convaincre, les gens arrivent en disant on veut basculer vers une économie plus circulaire. Mais à côté de ça, vous y avez fait référence, mais rapidement, et je comprends que vous ne vouliez pas forcément y passer 10 minutes, mais on est dans un contexte géopolitique qui est quand même plutôt désarmant ou démotivant. Vous ne le ressentez pas, ça Si, je ne veux pas dire que je ne le ressens pas. Non, mais même chez vos adhérents, dans ces entreprises qui sont membres du PEX. Quoi. Alors, au niveau de nos réseaux, justement, on avait une réunion ce matin avec eux. Je vous laisse, parce que ça peut être dur de porter des enjeux d'économie circulaire, de lutte contre le réchauffement, d'énergie renouvelable, quand à côté de ça, on a le président américain qui dit c'est l'arnaque du siècle. Oui, c'est dur. C'est dur. Ouais. Après, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans l'environnement. Il y a eu des hauts débats. Quand j'ai commencé, l'environnement, tout le monde s'en moquait. Donc, oui, c'est pas facile. Au niveau de nos réseaux, eux-mêmes voient parfois des entreprises qui ne vont pas très bien et qui n'adhèrent plus. Donc, ils sont aussi dans une phase de recherche et de mobiliser les entreprises. Mais n'empêche que je trouve qu'au niveau de notre écosystème, on a de plus en plus d'écoute. Notamment au niveau des directions RSE, des directions innovation, parce que ça devient aussi un levier de différenciation. Ouais. Donc, en effet, la situation n'est pas simple, mais tout n'est pas non. Non, bien sûr, on essaye de voir le verre à moitié plein ici, mais c'est presque c'est dommage d'ailleurs, hein, mais c'est presque devenu une bataille culturelle, idéologique, politique. Ouais. Et donc, pour un chef d'entreprise, c'est compliqué. Ouais. Parce que ça veut dire que d'une certaine façon, s'il affiche un engagement environnemental fort, il fait un acte politique. Est-ce que c'est ressenti comme tel? Franchement, non. En tout cas, pas dans mon écosystème. Non. Et les entreprises, elles se sont déjà tellement engagées dans cette voie que je ne sens pas de revirement. Et je sens au contraire que, en tout cas les grands groupes avec qui on est en relation, qu'il y a une appétence à travailler avec ces éco-entreprises. Les banques vont chercher aussi de plus en plus à avoir ces entreprises au sein de leur portefeuille. Donc, et les territoires ont envie de travailler avec des entreprises locales qui vont permettre de décarboner, de limiter l'impact du réchauffement climatique. Donc, il y a quand même cette volonté de travailler. Alors, oui, c'est pas simple, mais c'est là où on sent que les entreprises, elles sont compétentes aussi.
Alors vous parliez des banques, évidemment, l'argent, le levier majeur, celui de la finance et de l'investissement. Vous publiez l'annuaire des investisseurs de la transition écologique. Je crois que c'est 150 fonds. 150 fonds qui sont recensés par l'ADEME. Alors de quoi on parle précisément? Les fonds, c'est les fonds qui vont investir dans les startups, les PME au sein du réseau, enfin que l'on côtoie au sein du réseau du PEX. Le PEX, c'est à peu près 6 000 entreprises et on estime qu'au niveau national, il y en a entre 10 et 12 000. Donc c'est à peu près la moitié de la filière. Et en fait, c'est un observatoire. C'est pas un observatoire, c'est un annuaire qu'on édite depuis 2014. Au départ, c'était un format papier. Et l'idée, puisque au PEX, on veut faire des outils très, très opérationnels, c'était je suis une start-up qui propose des panneaux photovoltaïques, enfin, par exemple, des photovoltaïques. Je cherche un fonds d'amorçage de 400 000 €. Quels sont les fonds qui peuvent m'accompagner dans mon développement? Voilà, c'est ça le principe. Donc, ça s'est très transformé. Précis, très concret et très utile. C'est ça. Ah, mais c'est tout à fait. Moi, je travaillais avant dans des bureaux d'études, donc j'ai toujours travaillé en entreprise. C'est vraiment fournir des informations utiles rapidement. Et ça s'est transformé en annuaire dynamique. Actuellement, il y a 150 fonds qui sont référencés. Et il y a aussi bien pour les startups les fonds d'amorçage que plus des fonds de croissance, de développement, fonds infrastructure. Et ça permet maintenant à nos réseaux, aux entreprises, d'aller piocher dedans et de se dire quels sont les fonds qui peuvent m'accompagner. Et chaque année, on met à jour cet annuaire et ça devient une sorte d'observatoire où on regarde les tendances. Et il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Oui. Enfin, en tout cas, il y en a de plus en plus qui se référencent. Et oui, parce qu'il y a quand même quelques années, on était plutôt à 80 fonds. Là, on est à 150 fonds. Et puis, il y a des structures qui deviennent des sociétés de gestion de fonds qui ont plusieurs fonds. Il y en a qui sont dédiés à la mobilité. Il y en a qui vont être sur les ENR. Il y en a qui vont être sur la biodiversité. Puisque on se rend compte aussi, par exemple, l'été dernier, il y a un nouveau fonds qui s'est créé en biodiversité, doté de 150 millions d'euros. Donc il y a des secteurs qui intéressent de plus en plus les fonds. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Oui. C'est parce que là aussi c'est une vigie qui est intéressante. Ça vous permet de voir ce qui intéresse le plus les investisseurs aujourd'hui? Oui. Et alors, c'est quoi? Il y a clairement le numérique durable, donc ça fait x2 en 4 ans. Il y a je parlais de la biodiversité eau, ça fait une forte progression entre l'année dernière et cette année. On va voir s'afficher. Alors, je vais donner ceux que vous affichez. Agriculture durable, eau et biodiversité, numérique durable, vous l'avez évoqué. Et puis, gestion des risques aussi. Oui, et voilà. Et au départ, je me disais, mais gestion des risques, c'est risque pour les usines, non, c'est gestion, risque, adaptation, changement climatique notamment. Donc et on voit en fait que les fonds au départ, ils étaient, enfin c'est notre impression, très spécialisés et maintenant sont plus ouverts sur différents enjeux environnementaux. Oui. Tout à fait. Est-ce que c'est pas le prisme, la gestion des risques, qui est le plus audible par un chef d'entreprise, vous voyez ce que je veux dire, qui se pose des questions sur ses investissements environnementaux. Tout à fait. Je pense que ça a été aussi poussé avec la CSRD, la double matérialité, clairement. Et bilan puis, extra-financier, tout à fait, qui est très intéressant à lire pour mieux comprendre aussi la stratégie des entreprises, le positionnement. Il y a aussi, au niveau des matrices de risque, dernièrement, on a intégré les risques liés au changement climatique. Il y a la Direction générale des entreprises qui a dernièrement sorti aussi toute une méthode sur comment mieux prendre les risques, parce que les risques climatiques coûtent cher aux entreprises et vont coûter de plus en plus cher. Donc c'est sûr que pour un chef d'entreprise, il faut mieux les intégrer dès à présent. Il y a toute taille d'entreprise, vous nous l'avez dit. Il y a des entreprises qui sont plus ou moins jeunes. J'ai vu ça dans votre observatoire. 60% des éco-entreprises ont moins de 10 ans, près de 30% ont moins de 5 ans. Est-ce qu'elles survivent mieux que les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous avez le comparatif éco-entreprise et puis toutes les entreprises françaises. C'est vrai que malheureusement, toutes les startups ne survivent pas au bout de 5 ou 7 ans. Donc, est-ce qu'elles sont plus résilientes d'une certaine façon? Elles sont plus résilientes? Alors, j'ai deux réponses. On s'est rendu compte qu'aussi au niveau de certains de nos réseaux, notamment, dernièrement, je discutais avec un réseau qui s'appelle Inno Énergie, qui est une structure européenne sur l'énergie. Les entreprises qui accompagnent les startups ont un taux de survie de 80%. C'est beaucoup. Donc celles qui sont accompagnées croissent plus vite. C'est aussi des informations sur lesquelles a travaillé BPI France. Donc il faudrait regarder. Il y a aussi les entreprises du ministère de l'Environnement qui s'appelle la Green Tech Innovation. C'est un label. Oui, on voit que celles qui sont bien accompagnées sont plus résilientes que les autres. Mais ça suppose d'être bien accompagné. Ça suppose d'être bien accompagné, tout à fait. C'est le rôle d'un organisme comme vous
Alors, Est-ce que ça va jusque-là? Nous, on ne peut pas être en relation, on est une petite équipe, on est Avec toutes les 5 entreprises, collaborateurs, donc bien on ne sûr. peut pas accompagner les entreprises. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des outils, on a parlé de l'annuaire des investisseurs, on a ça, on a des fiches pratiques sur comment faire une levée de fonds, comment travailler avec du financement participatif, et on est là vraiment pour donner des informations utiles, concrètes, et puis faire connaître ces réseaux et donner envie aux entreprises qui sont dans les territoires de rejoindre les réseaux. Alors, on va rester sur la question de l'investissement. 2 questions. Est-ce qu'il y a des critères pour qu'un investisseur soit référencé dans votre annuaire? Non, c'est du déclaratif. C'est du déclaratif. C'est pas nous qui référençons, et ça permet aussi... C'est pas un label. C'est pas un label, non, pas du tout. Il y a des labels qui existent, on va pas prendre... Par contre, l'investisseur qui se référence précise les labels. Non, c'est vraiment... Pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est plus difficile? Parce qu'on a vu que le montant d'argent disponible était plutôt en train de se réduire. Il y a peut-être, quand on voit les levées de fonds, les montants qui sont annoncés sont peut-être un peu moins importants en 2025 qu'ils l'étaient 2 ou 3 ans auparavant. Voilà. Est-ce que c'est vrai aussi pour les éco-entreprises? C'est vrai. Alors, il faudrait mieux regarder le baromètre publié par France Invest, mais il y a des fonds. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Après, il faut que les entreprises... Il y a aussi la concurrence au sein des entreprises. Donc, c'est le meilleur qui va... Ou celui qui arrive à mieux se présenter, qui va arriver à donner envie, au fond, de travailler avec. Mais il y a quand même tout ce tissu de fonds qui existent, qui sont là pour accompagner les entreprises. Il y a aussi, rien que chez BPI, il y a 4 fonds qui s'adressent aux éco-activités. Il y a des investissements, il y a beaucoup de fonds privés. Et les dotations au niveau de ces fonds sont significatives. Est-ce qu'il y a un manque d'information? Je pense qu'il y a un manque d'information. Vous avez souvent des interlocuteurs qui vous disent, bah oui, moi, dans mon réseau, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui ne savaient pas. Ils avaient droit à ça, ou qui pouvaient lever telle somme, etc. Vous avez tout à fait raison, et c'est terrible. Parce que je pense que la France fait plein de choses. Il y a énormément d'initiatives. Par contre, on a du mal à décrypter ce qui se fait. Et on voit des initiatives qui émergent de partout. Et c'est vraiment cette centralisation, cette compréhension des différents acteurs. Et c'est ça aussi le rôle de nos réseaux. Et c'est pour ça qu'on conseille vraiment aux autres entreprises de faire partie d'une dynamique pour leur faire gagner du temps. On a parlé beaucoup de gestion de risque, mais vous l'avez évoqué rapidement, il y a aussi le secteur du numérique durable. Oui. C'est un secteur qui voit son financement vraiment progresser très vite. Je ne suis pas compétente pour répondre sur ça. Vous n'avez pas les chiffres? Non, je n'ai pas les chiffres spécifiquement sur le numérique. Numérique durable. Durable, l'IA frugale, tout à fait. Durable, tout à fait, oui. C'est comment moins utiliser la ressource pour les data centers. C'est au niveau de l'énergie, au niveau de la consommation d'eau, ça consomme beaucoup pour refroidir. Au niveau de comment aussi, dans cette logique d'économie circulaire, comment la chaleur dégagée par ces data centers peut être réutilisée. Donc, sous forme il y a des radiateurs intelligents, il y a des systèmes de stockage et ainsi de suite. Donc, oui, sur ce sujet de numérique durable... Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est les investisseurs, c'est les secteurs qui attirent les investisseurs en éco-entreprise. Donc, s'il y a le numérique durable, c'est quoi? C'est parce qu'il y a l'anticipation d'une économie du numérique qui va exploser, notamment avec l'IA générative. Tout à fait, et on voit qu'au niveau des émissions de gaz à effet de serre, si on regarde que ça, c'est un secteur qui devient vraiment significatif. Avant, on parlait beaucoup d'avions, maintenant, on va beaucoup parler de numérique. Et donc, les entreprises qui offrent des solutions, elles vont avoir forcément une croissance forte. C'est le message que vous faites passer. Je pense. Et puis, dans le numérique durable, il y a aussi les entreprises, nos éco-entreprises, qui utilisent le numérique pour proposer des services. Effectivement. Alors, il y a le 18 février prochain, les rencontres Ecotech Innovation. De quoi on parle? Qu'est-ce qui va se passer? Justement, donc ça sera la 23e édition. L'idée, c'est de rapprocher le monde de la recherche, des éco-entreprises, des grands groupes, puisque tout le monde se parle. Et là, ça sera le sujet spécifique de la construction durable. On va parler d'économie circulaire, on va parler d'énergie notamment. Et l'idée, c'est d'avoir des pitchs de laboratoires de recherche, de start-up, et après, c'est du networking. Donc, c'est très concret, c'est des pitchs qui durent 5 minutes, et ça fonctionne vraiment bien. C'est mettre en quoi? En relation des entreprises avec quoi? Avec des chercheurs? Avec des chercheurs, des laboratoires. Universitaires, C'est tout à fait ça. Qui va intervenir?
Il y a des chercheurs du CNRS, des chercheurs de l'école des ponts. Donc, on est en train de finir le comité de sélection. C'est un peu trop tôt. La question vient trop vite. Ça sera diffusé la semaine prochaine. Et puis, oui, on a mis en place un comité de sélection. C'est ça que c'est faire aussi le PEC. C'est l'ensemble de nos réseaux nous font remonter des solutions. Puis après, on choisit celles qui sont les plus pertinentes au regard du sujet qu'on va présenter. Je parlais de bataille culturelle, ça veut dire qu'il y a encore des citoyens qui cherchent des solutions basées sur la science. Heureusement. Oui. Dernière question sur un autre événement que vous organisez, c'est au mois d'avril, le Forum national des éco-entreprises. Alors c'est dans longtemps, mais qu'est-ce qui va se jouer là? C'est dans longtemps, ça arrive vite. Alors c'est notre grand événement annuel. Déjà le compte à rebours. Ouais. C'est un événement qui nous demande beaucoup de temps parce que c'est en même temps une convention d'affaires, puisque ce qui fonctionne, ce sont les rendez-vous en B2B. Donc, entre porteurs de solutions et acteurs en recherche de solutions, il y a également des investisseurs qui sont là, il y a des structures d'accompagnement. En parallèle, il y a des vitrines de l'innovation. On va faire pitcher les entreprises thématique par thématique, donc dans l'eau, la biodiversité, l'économie circulaire et déchets, l'énergie, la ville et la construction durable. Et puis, en parallèle, il y a des ateliers pour accompagner le développement ou l'accompagnement des éco-entreprises. Donc, tout ça en une journée avec la remise de trophées. Et c'est très, très dynamique. Il y a à peu près 500 participants. C'est notre événement phare. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on a 100% de satisfaction sur cet événement. Merci beaucoup, Florence Jasmin, d'être venue nous présenter le PEX Partenariat pour l'excellence des éco-entreprises. Merci. C'est le sens de cet acronyme. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up, comme tous les jours. Dans Smart Ideas, une start-up engagée en pleine lumière.